Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. François-Albert Anger fut une des figures les plus importantes du nationalisme québécois au 20e siècle. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes obligés de constater qu'il fait partie de ces grands oubliés. On pourrait même dire tristement qu'il fut oublié de son vivant, comme s'il était devenu trop étranger à son époque pour qu'elle le comprenne. Cela n'a jamais empêché Jacques Parizeau de dire tout ce qu'il lui devait en rappelant qu'il fut le seul homme à appeler patron. C'est peut-être cette injustice mémorielle qu'a voulu corriger Jean-Philippe Carlos en consacrant sa thèse de doctorat à Angers, une thèse soutenue il y a quelques mois en plein confinement. Et c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui à ce micro. Jean-Philippe Carlos, bonjour. Bonjour à vous. Alors, une question première, toute simple, parce que je l'ai dit, François-Albert Anger est une figure un peu oubliée. Pourriez-vous nous faire une brève biographie de François-Albert Anger, son parcours, d'abord quelques repères biographiques, et ensuite les grandes étapes, très rapidement, de son parcours intellectuel avant qu'on s'y plonge? Oui, certainement. Donc, François-Albert Anger est un économiste de formation. Il a été professeur à l'École des hautes études commerciales de Montréal de 1937 à 1974. Donc, il a fait toute sa carrière dans cette institution durant une période de 35 ans. Donc, dans un premier temps, c'est donc un économiste spécialiste en économie politique, mais aussi au niveau des questions liées à la fiscalité, aux questions monétaires et au niveau de la coopération économique. Et dans un deuxième temps, comme vous l'avez dit, c'est un intellectuel associé intimement au mouvement nationaliste puis au mouvement indépendantiste. Il a notamment été président de la Ligue d'action nationale de 1954 à 1985. Il a également été le directeur de la revue L'Action nationale de 1959 à 1967, donc durant la Révolution tranquille. Il a également été le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal au tournant des années 70. Il a été le président fondateur du mouvement Québec français durant cette même période. Et c'était donc un intellectuel qui a été associé à tous les grands débats de société qui ont eu cours au Québec entre la fin des années 30 et le début des années 80. Donc, durant une période de plus d'un demi-siècle. Donc, par rapport à son parcours intellectuel, donc, Anger est une figure emblématique et aussi atypique, si on pourrait dire, parce que premièrement, c'est un personnage qui n'a pas fait son collège classique, donc il a eu une formation primaire, secondaire un peu éclatée, en partie du fait que son père était médecin, travaillait pour le gouvernement et a été amené à déménager à plusieurs reprises durant sa jeunesse, jusqu'au moment où il va s'établir à la Malbaie au tout début de l'adolescence. Et c'est vraiment là qu'il va connaître une première forme d'engagement au niveau du mouvement nationaliste. Il va collaborer notamment à l'Association catholique de la jeunesse canadienne française et c'est là qu'il va être introduit notamment aux thèses d'Henri Bourassa, notamment la thèse des deux peuples fondateurs, mais aussi il va être sensibilisé à la question de l'importance du catholicisme dans l'histoire et la culture canadienne française. C'est là également qu'il va donc développer une première sensibilité nationaliste, donc à la toute fin des années 20. Et puis, suite à ça, entre 1928 et 1934, donc, François-Albert Anger va amorcer des études universitaires à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il va entreprendre donc une licence en sciences commerciales. Et c'est vraiment au sein de cette institution-là qu'il va développer vraiment une sensibilité donc pour le nationalisme économique tel qu'il est développé à l'époque par des personnages comme Édouard Montpetit, mais surtout Esdras Mainville, qui va donc être le directeur d'études d'Anger et aussi son maître à penser durant toute sa vie intellectuelle. Donc, au sein des HEC, François-Albert Anger va être amené à comprendre les problèmes économiques du Canada français, notamment la présence des monopoles financiers anglophones dans différents secteurs d'activité. Il va être amené également à connaître plusieurs membres influents de cette école nationaliste-là, comme je le disais, Édouard Montpetit, Esdras Mainville, qui vont vraiment avoir une influence importante au niveau de sa formation intellectuelle. Et justement, à la fin de ses études, en 1933-1934, la direction de l'école, notamment Esdras Mainville, mais aussi le directeur de l'institution, Henri Lorez, vont voir en Anger un candidat potentiel pour une carrière à l'école des HEC. Donc, vont l'amener à envisager donc cette carrière de professeur en économie. Et pour ce faire, ils vont l'envoyer se former durant 2 ans à l'École libre des sciences politiques de Paris. Donc, Anger va aller se former là entre 1935 et 1937. Il va vraiment s'immerger dans la culture intellectuelle française
culture notamment catholique. Il va fréquenter les cercles de l'Action française de Charles Maurras, mais aussi les cercles personnalistes associés à Emmanuel Mounier et tout ça. Et également, il va faire une rencontre assez déterminante dans sa carrière. Il va rencontrer le célèbre journaliste André Laurendeau, qui lui aussi, justement, entre 1935 et 1937, effectue des études universitaires du côté de Paris. Donc, les deux comparses canadiens et français vont vraiment apprendre à se connaître. Ils vont devenir de grands amis durant cette période-là. Et justement, on voit vraiment que durant cette période-là, Angers développe une certaine sensibilité pour ce qui est de l'économie associée à une troisième voie. Donc, ses principaux maîtres en France à cette époque-là, ça va être notamment André Siegfried, Bertrand Nogaro, Alfred Stalion et également François Peyroux, qui étaient tous des économistes associés à ce qu'on a appelé une troisième voie économique entre le capitalisme et le socialisme, l'étatisme. Et également, Angers va être très influencé par les écrits de Charles Guide, qui est un célèbre théoricien de la coopération économique française de la fin du 19e siècle. Et donc, à la fin de ses études, Angers va consacrer sa thèse au thème de la concentration financière des entreprises au Canada, donc les fameux trusts. Donc, on voit déjà un peu l'orientation que vont prendre ses recherches dans le futur à partir de son sujet de thèse. Et donc, Angers revient au Canada en 1937 et va débuter sa carrière officiellement au HEC, carrière qui va s'étirer jusqu'en 1974. Et au sein des HEC, Angers va être le spécialiste de l'économie politique et de la coopération économique. Donc, en plus d'enseigner au HEC, Angers va également être amené à être chargé de cours à l'Université de Montréal, mais aussi à l'Université de Sherbrooke. Il va donner des cours sur la coopération économique. Également, au début de sa carrière, en 1938 jusqu'à la fin des années 40, Angers va être le directeur de la revue L'Actualité économique, donc la première revue scientifique en sciences économiques au Canada français, ce qui va lui permettre de développer un réseau assez important du point de vue des milieux économiques et financiers. Et parallèlement à ça, il va également commencer à s'engager dans le milieu nationaliste dès la fin des années 30. Donc, à partir de 1937, il commence à rédiger ses premiers articles pour l'Action nationale. Il va devenir membre éventuellement également de la Ligue d'Action nationale au tout début toute fin des années 30. Il va donc être, on pourrait dire, l'économiste en résidence par rapport justement à sa formation en économie. Et ça va vraiment être à partir de ce moment-là, la fin des années 30, le début d'une carrière fulgurante et justement qui va s'étirer sur plus d'un demi-siècle. Et par rapport à ses grands engagements, eh bien, il y en a plusieurs. Mais si on veut en retenir les principaux, on peut penser notamment à son engagement justement contre l'implication canadienne dans la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Donc, Angers va vraiment être le fer de lance de ce mouvement d'opposition du Canada français contre la participation du Canada dans le Deuxième conflit mondial. Suite à ça, dans les années 40 jusqu'au début des années 60, Angers va être également un des fers de lance également du mouvement de lutte à la centralisation fédérale, aux côtés de plusieurs intellectuels nationalistes comme Esdras Mainville, Richard Arès et toute cette famille associée au traditionnalisme canadien-français. Ensuite de ça, dans les années 60, Angers va devenir un peu à contre-courant, si on pourrait dire, justement dans le contexte de la Révolution tranquille. Il va être un critique assez acerbe des réformes proposées par le gouvernement libéral de Jean Lesage, notamment la réforme de l'éducation. Il va critiquer beaucoup le retrait des instances religieuses dans la direction du réseau de l'éducation. Il va critiquer aussi à fond de train le processus d'étatisation de l'hydroélectricité avec la deuxième nationalisation associée à Hydro-Québec. Dans les années 70, il va être également associé de près à la lutte pour la reconnaissance de la langue française, notamment la lutte pour l'unilinguisme francophone. Et finalement, à la fin des années 60 et des années 70, Angers va être associé de très près au mouvement indépendantiste, va donc être associé à la famille des purs et durs du mouvement indépendantiste, on peut dire. Donc, ça recouvre, je vous dirais, ses principaux engagements sur une période d'environ d'un demi-siècle. Alors, Angers, on le comprend, vous nous dites, est un théoricien, un militant du coopératisme. Vous parlez de la troisième voie. Est-ce qu'on peut dire, première question, on fait une question en deux temps, pourriez-vous définir brièvement ce que vous entendez par coopératisme? Et ensuite, est-ce qu'on peut dire que le coopératisme d'Angers était une forme de nationalisme dans une société qui n'avait pas l'habitude de croire en l'État comme jusqu'en 1960, qui n'avait pas l'habitude de croire en l'État comme instrument d'affirmation collective? Est-ce qu'on peut dire qu'il voyait dans le coopératisme une forme de nationalisme économique porté par la société civile pour les Canadiens français? Oui, pour répondre à votre première question, en fait, le coopératisme, c'est donc une forme d'organisation socio-économique qui est comme une voie, une contre-proposition, si on pourrait dire, au capitalisme ou à l'étatisme. C'est donc vraiment une formule économique qui revient à la base. Donc, les gens
les coopérateurs s'organisent entre eux, on reste au plus bas des populations justement pour que les gens s'organisent entre eux sans avoir à faire avec l'État ou sans être soumis au grand capital financier. Et justement, par rapport au nationalisme économique d'Angers, en fait, au Québec, évidemment, depuis la décennie 1960, dès qu'on parle de nationalisme économique, on est amené à penser justement au rôle de l'État, qui joue un rôle important dans la structuration, mais aussi dans les investissements politiques subventionnaires et tout ça. Mais il faut comprendre qu'Angers est un pur produit donc de l'école des HEC, telle qu'elle s'est développée dans les années 20, les années 30, les années 40, qui justement était un nationaliste très ancré dans la critique du capitalisme comme il s'observait à l'époque. Donc, les monopoles financiers anglo-saxons qui se retrouvaient dans les principaux secteurs d'activité économique, notamment l'hydroélectricité, la grande industrie, le secteur de la finance également. Pour Angers, donc, le coopératisme, en fait, respecte en grande partie ce qu'on pourrait associer au principe subsidiaire qui est lié à la doctrine sociale de l'Église, qui est vraiment le cadre interprétatif à partir duquel Angers va organiser une bonne partie de ses théories économiques durant la majeure partie de sa vie. Et donc, ce principe subsidiaire-là qui dit justement que le pouvoir décisionnel doit rester au plus près de la population pour éviter justement de se fier trop à des personnes ou des intérêts qui n'auraient pas à cœur justement le développement de la collectivité. Et ça renvoie aussi au principe de la liberté et de la responsabilité individuelle qui est au cœur même de cette doctrine sociale catholique. Il faut comprendre aussi dans les années 30 et dans les années 40, l'État québécois est assez peu impliqué dans l'économie. Ça va être surtout à partir de la fin des années 50 qu'on va voir l'État prendre un pas beaucoup plus grand justement en direction de l'interventionnisme étatique. Et le nationalisme d'Angers, d'un point de vue économique, donc du point de vue de l'intervention de l'État, dans la première moitié du 20e siècle, Angers croyait vraiment que l'aide de l'État devait se faire de manière initiale, donc pour entamer justement un développement, puisque Angers jugeait vraiment qu'il y avait un sous-développement associé à plusieurs secteurs d'activité au niveau de l'écosystème économique québécois. Et en fait, cette aide initiale de l'État aurait permis, premièrement, de former une classe d'affaires francophone qui aurait été à même justement d'investir la direction dans les grandes industries, mais qui aurait été aussi à même de participer de manière importante au développement régional. Donc, c'est vraiment une perspective intéressante de ce point de vue-là, l'importance accordée au développement régional du point de vue de la coopération économique. La place de l'État aussi dans la pensée d'Angers aurait été vraiment de diriger les ressources, donc à la fois les subventions initiales, mais aussi le réseautage, donc amener les coopérateurs à travailler ensemble pour développer tout un système de coopératives qui serait réparti à travers le territoire. Et en fait, dans la pensée d'Angers, le coopératisme, c'est donc une façon de réarticuler, si on veut, la communauté canadienne-française à son économie nationale qui était en grande partie contrôlée par des intérêts étrangers et qui engendrait donc une pauvreté systémique qui affectait en grande partie toute la collectivité canadienne-française de l'époque. Et donc, la coopération économique, si on peut dire, est donc perçue comme un agent de transformation, même de réarticulation, donc de cette société à son économie. Dans ce contexte-là, durant la Révolution tranquille, Angers va être un fervent critique de tout ce qui va être associé aux réformes économiques prônées par le gouvernement Lesage, étant donné que là, l'étatisme, l'intervention de l'État va être portée à un niveau beaucoup plus grand que ce que Angers aurait souhaité d'emblée dans ses réflexions des années 40, des années 50. Alors, je vous ramènerai très très bientôt sur la figure, sur la question de l'héritage politique d'Angers, mais j'aimerais juste sur la question de la Révolution tranquille. Est-ce qu'on peut dire que Angers au début est très critique de l'étatisme de la Révolution tranquille, mais est-ce qu'on peut dire qu'il va se réconcilier peu à peu avec l'étatisme de la Révolution tranquille, ou est-ce que fondamentalement jusqu'à la fin de sa vie, il demeurera un critique de la croissance de l'État québécois à partir des années 60 dans notre vie collective? Ben, évidemment, du point de vue de son attachement à la famille traditionnaliste, il y a certains éléments des réformes liées à la Révolution tranquille qu'Angers ne pourra jamais accepter. Comme je le disais, tout ce qui est lié à la nationalisation de l'hydroélectricité, la réforme de l'éducation, Angers ne digérera jamais vraiment ces réformes-là. Mais il y a d'autres réformes qui vont être amenées notamment par Jacques Parizeau. On pense entre autres à la Caisse de dépôt et de placement, qui va vraiment constituer l'exemple type de ce que Angers aurait voulu amener dans la première moitié du 20e siècle. Donc, former un capital financier accessible aux Canadiens français
qui aurait servi finalement à développer différentes industries, différents secteurs d'activité. Donc, de ce point de vue-là, Angers n'est pas un critique tout azimut, si on pourrait dire, de la Révolution tranquille, va certainement être en opposition avec certaines mesures qui jugent en contradiction avec les fondements culturels du Canada français, mais toutes les réformes qui vont être prônées par Jacques Parizeau, en fait, comme je le disais, la Caisse de dépôt de placement, la Société générale de financement, Sidbec, au développement de l'industrie minière et tout ça, Angers va voir ça d'un très bon œil. Et finalement, ce qui va vraiment retenir de la Révolution tranquille Angers avec les années, ça va être surtout la perte de l'héritage catholique, donc tout le processus de sécularisation qui avait déjà été entamé au Québec dans les années 40, dans les années 50, mais qui va vraiment s'accélérer durant la décennie 60, qui va vraiment être favorisé, si on peut dire, par le retrait des instances religieuses dans le monde de l'éducation. Ça, pour Angers, ça va demeurer le grand drame de l'histoire du Québec. Il va vraiment insister là-dessus jusqu'à la toute fin de sa vie, jusqu'au tout début des années 90. Ses écrits sont teintés justement d'une certaine forme d'amertume par rapport à cette perte d'héritage liée à l'histoire canadienne-française traditionnelle. Alors, Angers, vous nous l'avez dit, est un disciple, à certains égards, pourrait-on dire, d'Esdras Mainville, qui lui-même était prétendait traduire à sa manière, dans le domaine des sciences sociales, la vie sociale, le cadre, on pourrait dire, la pensée politique de l'abbé Groulx. Donc, il y a une école de pensée nationaliste assez particulière. Angers va être associé à la commission Tremblay, au rapport Tremblay, en fait, qui va chercher à la fin des années 50, à la demande de Duplessis, à construire une forme de doctrine de l'État, une doctrine de l'intérêt national canadien-français liée aux intérêts du Québec, liée à une lecture de l'État québécois. Pourriez-vous nous en dire un peu sur le passage de Angers avec le rapport Tremblay? Est-ce que ça représente un moment important dans la formation de sa pensée politique? Oui, je vous dirais que le travail d'Angers dans le cadre de la commission Tremblay, ça représente un peu la grande contribution intellectuelle de ce personnage à la vie intellectuelle dans la première moitié du 20e siècle canadien-français. Il faut comprendre qu'Angers a été impliqué dès le début dans les travaux de la commission Tremblay en tant qu'expert économique. Il va être amené également à rédiger 4 annexes au rapport final de la commission Tremblay au milieu de la décennie 1950. Angers va donc travailler particulièrement sur tout ce qui est lié aux questions de sécurité sociale, la centralisation, les relations fédérales, provinciales et tout ça. Et tous ces écrits, en fait, vont s'articuler sur une critique véhémente, justement, du déploiement de l'État-providence canadien qui se met en marche dès la fin des années 30, donc dans le contexte de la Grande Dépression. Donc, dès la fin des années 30, en fait, Angers et plusieurs nationalistes de sa famille intellectuelle sont sur un pied d'alerte, notamment par rapport à ce qui se passe dans la commission Rowell-Sirois entre les années 1937 et 1940. Donc, on se souviendra que cette commission d'enquête-là misait notamment sur le rapatriement de certains domaines d'intervention au niveau fédéral, notamment le pouvoir d'imposition sur différentes choses, dont le pouvoir d'imposition aux entreprises, aux particuliers, la mise sur pied d'un système de péréquation, donc qui remonte à cette commission d'enquête-là. Également la création de l'assurance chômage et du régime de pension de vieillesse, le programme d'allocation familiale. Donc, c'est toutes des choses qui vont être réfléchies à partir des années 30. Et ça va être aussi accentué dans le contexte de la commission Massé qui va avoir lieu entre 1949 et 1951, qui va notamment instituer de l'aide financière aux universités, la création de Radio-Canada et tout ça. Donc, ces deux commissions-là, d'un point de vue social et culturel, c'est vraiment perçu par les nationalistes de l'époque comme une forme d'invasion des champs de compétences des provinces. Et vraiment, la commission Tremblay, c'est comme une réponse, si on veut, intellectuelle et politique à ce vaste mouvement de centralisation, mais aussi de développement de l'État-providence canadien. Donc, Duplessis va mettre en place cette commission d'enquête-là, en grande partie à cause des pressions des gens associés à l'école des HEC de Montréal, mais aussi des gens associés à la Chambre de commerce de Montréal, dont font partie incidemment des gens comme Esdras Mainville et François-Albert Angers, qui vont amener Duplessis à orchestrer cette vaste commission d'enquête-là qui va déboucher sur un rapport qui va notamment favoriser la création de l'impôt québécois sur le revenu au milieu des années 50. Donc, la contribution d'Angers au rapport Tremblay est vraiment centrale parce que vraiment, lui, c'est l'intellectuel qui va amener toutes les notions d'économie politique. Il va faire la démonstration que la centralisation fédérale a vraiment un impact financier concret pour le Canada français, mais encore plus que ça, c'est que ces impacts financiers-là ont pas seulement
c'est pas nécessairement des aspects financiers seulement qui sont associés à cette problématique-là, mais aussi des aspects culturels, la perte donc de l'héritage catholique lié au fait que en fournissant des programmes d'aide sociale, évidemment, on vient un peu remettre en question tout le principe justement d'autonomie individuelle, de liberté et tout ça associé au catholicisme. Donc, dans cette perspective-là, le rapport Tremblay, selon moi, vient un peu condenser la pensée traditionnaliste qui est en opposition directe, finalement, aux visées du gouvernement fédéral dans le contexte des années 40 et des années 50. Oui, parce que si je comprends bien, pour François-Albert Ranger, le nationalisme à l'époque, donc l'étatisme fédéral va contre ce qu'il voit comme presque la civilisation canadienne-française, et de ce point de vue, s'opposer à l'État-providence fédéral, c'est d'abord et avant tout dans son esprit de défendre l'autonomie québécoise et le type de culture qui s'est construit dans la société québécoise. Oui, bien exactement. À l'époque, François-Albert Ranger est encore un fédéraliste qui n'est pas encore désillusionné, donc qui est encore farouchement autonomiste, mais qui croit fondamentalement au bien fondé du fédéralisme des pères fondateurs de la Fédération canadienne de 1867. Donc encore à l'époque, il y a vraiment une certaine forme d'adhésion à l'idéal du pacte entre les deux nations et croit vraiment au fait que le fédéralisme, entendu dans son sens théorique, devrait permettre justement aux communautés anglophones et francophones du Canada de vivre en harmonie, en respectant justement les particularités culturelles des deux principaux groupes linguistiques et culturels, si on pourrait dire. Et vraiment, le mouvement de centralisation, le développement de l'État-providence canadien, ça vient un peu challenger toutes ces notions d'autonomie provinciale associées au Québec, notamment du point de vue de la contribution des mouvements catholiques, des organisations de charité qui s'occupait finalement en grande partie de tout ce qui était lié aux questions sociales jusqu'aux années 40 et 50. Donc, pour Ranger, justement, l'implication du fédéral dans des questions comme l'allocation familiale ou la pension de vieillesse et tout ça, c'est vraiment une tentative d'invasion assez claire, justement, des domaines de compétences du provincial, mais ça met aussi en péril, finalement, toute la culture, toute la compréhension qu'on a, finalement, de ce que c'est de vivre dans une société catholique, étant donné que maintenant, dans sa perspective, l'État serait le principal pourvoyeur de l'aide sociale, alors qu'auparavant, on comptait beaucoup plus sur les liens communautaires, sur les liens entretenus par les organismes de charité et tout ça. Donc, vraiment, dans cette perspective-là, Angers ne pouvait qu'être en opposition avec le déploiement de l'État-providence canadien à l'époque. Alors, vous avez évoqué la question centrale pour Angers de l'indépendantisme et on pourrait dire aussi la question de la langue française qui vont être les deux éléments principaux de son nationalisme à partir de la Révolution tranquille, les éléments déterminants. Jacques Parizeau aimait dire que François-Albert Ranger était indépendantiste dès les années 50. Hein, il laissait entendre ça d'une manière ou de l'autre. Vous nous dites qu'Angers, son indépendantisme est plus tardif. À quel moment et pour quelle raison François-Albert Ranger devient-il un indépendantiste québécois? Oui, ben ça c'est une belle question parce que vraiment l'évolution de la pensée d'Angers au niveau de son nationalisme, au niveau de l'indépendantisme, ça symbolise selon moi vraiment parfaitement l'évolution de la culture politique canadienne-française, québécoise au courant du 20e siècle. Dans les années 30, dans les années 40, comme je disais, Angers est vraiment un nationaliste autonomiste, donc qui croit au fédéralisme de la bonne entente et qui croit au pacte entre les deux nations, qui va épouser justement les thèses véhiculées par Lionel Groulx, par Esdras Mainville, par Henri Bourassa, et qui croit vraiment que le Québec est défini par ses deux composantes identitaires, donc ses origines françaises et son adhésion au catholicisme. Donc, durant ces 2 décennies-là, Angers vante beaucoup les vertus du fédéralisme, qui, comme je le disais, respecte les particularités culturelles des francophones et des anglophones. D'emblée, moi, je crois vraiment que c'est son expérience de la lutte à la centralisation fédérale à partir de la fin des années 40 qui vont l'amener à vraiment raffermir son nationalisme, qui va changer la donne au niveau de sa pensée politique. Donc, la centralisation, le développement de l'État interventionniste canadien dans les domaines justement des domaines sociaux, de la culture, selon lui, va vraiment endanger les fondements identitaires du Québec francophone. Ça va vraiment l'amener à la fin des années 50, donc, à jongler avec différentes options. Donc, en 1957-58, Angers commence à penser au statut particulier ou encore à la thèse des États associés, qui est justement une
option politique qui va être mise de l'avant par le Parti québécois de René Lévesque dans les années 70, mais qui est déjà discutée dans les cercles nationalistes, les cercles intellectuels de la fin des années 50, qui va être repris plus tard. Mais déjà à la fin des années 50, Angers sait bien que le nationalisme autonomiste ne suffit plus, si on veut, pour offrir vraiment un challenge au développement de l'État-providence canadien. Donc, première expérience, donc la lutte à la centralisation fédérale qui l'amène à raffermir son nationalisme. Et la deuxième expérience qui, selon moi, va vraiment l'amener au final vers l'indépendance, c'est les États généraux du Canada français à partir de 1966-1967. Donc, on se souviendra, les États généraux, donc, sont une série d'assises qui rassemblaient toutes les populations francophones du Canada, donc du Québec, de l'Acadie, de l'Ontario, de l'Ouest canadien. Et donc, les États généraux, il faut comprendre qu'Angers était également un des principaux organisateurs de ces assises-là, était un des grands Manitou qui vont organiser les assises de 66-67 avec les sociétés Saint-Jean-Baptiste, avec la Ligue d'action nationale. Et qu'est-ce qui symbolise justement la stature intellectuelle d'Angers dans le Québec de l'époque? C'est que c'est notamment lui qui va prononcer la déclaration préliminaire des assises de 1967 qui va statuer notamment sur le fait que les Canadiens français forment une nation, que le Québec, c'est le territoire national des Canadiens français et que finalement, les Canadiens français ont le droit à l'autodétermination. Et justement, cette expérience des États généraux, cet engouement qu'il sent vraiment dans différentes communautés francophones un peu partout, va l'amener justement à la fin des années 60, au début des années 70, à se convertir à la thèse indépendantiste. Donc, c'est vraiment une évolution qui se déploie, si on pourrait dire, sur une période de 30 ans, qui est quand même très long, mais ce qui démontre vraiment l'acuité intellectuelle avec laquelle Angers posait justement sa réflexion par rapport à la question nationale. Et à partir des années 70, en fait, Angers va être associé à la famille des purs et durs, vraiment pour qui l'indépendance du Québec est plus importante que la question du régime. Lui, l'indépendance, c'est ce qui prime d'abord et avant tout. Les débats idéologiques par rapport à quoi ressemblera le Québec après l'indépendance, pour lui, ça venait par la suite, mais vraiment, l'indépendance était prioritaire sur tout. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans la pensée d'Angers, c'est que l'indépendance, pour lui, était un moyen de préserver le caractère catholique de la nation. À la manière de plusieurs militants indépendantistes conservateurs, notamment liés au ralliement national de Gilles Grégoire, Angers croyait vraiment que l'indépendance du Québec pouvait contribuer à la survivance du fait catholique au Québec. Et justement, sa conversion à l'indépendantisme est en partie orientée en fonction de cette croyance-là, mais aussi elle est orchestrée par une foi justement dans le potentiel économique du Québec. Donc Angers, à la fin des années 60, au début des années 70, va mener une grande enquête en fait sur le potentiel économique d'un Québec indépendant avec des gens associés au HEC et va vraiment arriver à la conclusion que le Québec a tout ce qu'il faut pour se débrouiller indépendamment du Canada dans l'éventualité où il deviendrait souverain. Donc vraiment, la survivance du catholicisme et justement le potentiel économique du Québec, c'est les deux facteurs qui vont l'amener à se tourner vers la thèse indépendantiste au tout début des années 70. Et dans cette perspective-là, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'Angers va être un critique relativement acerbe de toute la politique souverainiste du Parti québécois de René Lévesque durant les années 70. Il faut dire que Angers n'avait jamais vraiment digéré le fait que Lévesque avait mené le processus de nationalisation de l'hydroélectricité au début des années 60 avec le gouvernement Lesage, mais va vraiment être très acerbe de tout ce concept de nationalisme territorial, va critiquer beaucoup Lévesque d'avoir abandonné les communautés francophones hors Québec dans le projet souverainiste en les associant justement avec la phrase tristement célèbre des Dead Ducks. Donc, pour revenir, si on peut dire, à la pensée indépendantiste d'Angers, on peut dire que ça procède finalement d'une forme de radicalisation de la pensée de Mainville, donc qui misait notamment sur la reconquête économique du Canada français. Angers, finalement, ça vise l'indépendance économique et politique du Canada français. Alors, dans cet esprit, l'autre grand engagement de François-Albert Angers
avec la Révolution tranquille, c'est un combat pour la langue française, pour l'unilinguisme français. Et il va être associé au combat contre le Bill 63, contre les limites du Bill 22. Il va aussi être très critique de toute forme d'accommodement exagéré. Pour lui, on est dans une logique de reconquête qui doit aller jusqu'au bout d'elle-même. Comment penser l'engagement d'Angers autour de la croisade pour le français, pourrait-on dire? Et quel rôle a-t-il eu dans cette lutte? Est-ce que c'est un rôle majeur, un rôle mineur, un rôle périphérique, un rôle central? Comment penser le rôle d'Angers dans les grands combats linguistiques des années 60-70? Ben, comme je le disais, le fondement identitaire du Québec pour Angers, à la base, c'était vraiment l'héritage français et la religion catholique. Donc, dans le contexte des années 60, avec le processus de sécularisation qui s'accélère, la langue française va en venir justement à représenter le principal fondement identitaire du Québec contemporain, ce qui va amener plusieurs personnes, plusieurs intellectuels traditionnalistes, notamment Angers, à vouer une certaine une importance primordiale, on pourrait dire, à la langue française, étant donné que c'est maintenant le principal lieu commun qui permet de rassembler toute la collectivité autour d'un enjeu central. Donc, c'est par rapport à l'importance que prend la langue dans le contexte des années 60-70 pour Angers, c'est vraiment à partir justement dans cet esprit-là qu'il faut comprendre pourquoi Angers en vient à militer si ardemment pour la question de la langue française à partir de la fin des années 60. Et par rapport à son rôle, justement, dans le mouvement de défense de la langue française, Angers a eu un rôle quand même assez important, même s'il n'était pas impliqué dans un parti politique. Son implication dans la société civile, dans la société Saint-Jean-Baptiste, le mouvement Québec français, au niveau de la Ligue d'action nationale, Angers, c'est vraiment l'intellectuel qui s'est le plus investi dans la cause de la défense de la langue française au tournant des années 70, va critiquer de manière acerbe toutes les lois linguistiques qui vont être proposées par les gouvernements, notamment de l'Union nationale et du Parti libéral du Québec au tournant des années 70. Et Angers, ce qui est intéressant à noter, comme vous l'avez bien dit, c'est qu'il était un défenseur de l'unilinguisme francophone. Donc, même s'il ne partageait pas les thèses notamment gauchistes de certains intellectuels des années 60 associés au RIN, notamment André d'Allemagne, Angers va épouser finalement toute la notion liée au besoin de doter le Québec d'une politique assez costaude au niveau de la défense du fait français. Donc, lui, il aurait vraiment préféré que l'unilinguisme francophone soit déclaré unilatéralement pour éviter toute forme d'ambiguïté, pour éviter justement des politiques en demi-mesure et tout ça. Il va quand même être assez content de la Charte de la langue française du Parti québécois en 1977. Il va vraiment affirmer que c'est une grande date dans l'histoire du Québec. Selon lui, on va enfin pouvoir passer à la deuxième étape de ce processus de reconquête, si on pourrait dire, politique, qui aurait abouti avec l'indépendance politique du Québec. Mais justement, dans le contexte des années 70, je pense qu'on peut pas sous-estimer l'importance du militantisme d'Angers au niveau de la question linguistique. On a juste à parcourir certains quotidiens, notamment Le Devoir ou La Presse. C'est vraiment les actions d'Angers sont suivies de manière très minutieuse par les journalistes de l'époque. On accorde beaucoup d'importance à sa parole et vraiment c'est une parole également qui est très, très intelligente, c'est donc ancrée dans des formulations théoriques, intellectuelles, qui font du sens et qui rallient une large portion finalement du mouvement nationaliste de l'époque. Alors, on se rapproche appelons ça du contemporain. Angers va compter dans les années 60, 70. Il va être triste, c'est le moins qu'on puisse dire, et il va l'exprimer avec quelque amertume après 1980. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 80, François-Albert Angers disparaît progressivement du paysage intellectuel et politique mainstream du Québec? Oui, faut comprendre que au début des années 80, donc Angers est rendu à environ 74-75 ans, donc il commence à réfléchir à des projets de retraite. Mais faut dire que l'expérience du référendum de 1980 l'a vraiment beaucoup affecté, même s'il ne le démontre pas nécessairement dans la sphère publique. Ses écrits personnels montrent vraiment une certaine forme d'amertume par rapport à l'aboutissement de tout ce qui a été l'évolution sociopolitique du Québec depuis son implication initiale dans les années 30. Donc, à l'époque où justement on pensait à la reconquête économique du Québec, au référendum de 80 qui s'est soldé par un échec de l'option du oui. Vraiment, Angers, à partir de 1981-82, va
se retirer progressivement de toutes ses implications militantes. Il va rester quelques années à la Ligue d'Action nationale, mais c'est vraiment parce que les gens de la Ligue d'Action nationale voulaient qu'il reste. Lui, il aurait sûrement, si on pourrait dire, à partir de 1980, abandonné pas mal toutes les luttes politiques dans lesquelles il était engagé. Et vraiment, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que il va quand même rester intéressé par tout ce qui est actualité politique, va suivre de près l'implication de son ancien étudiant Jacques Parizeau à la tête du Parti québécois. Va suivre de près le référendum de 1995, mais va rester relativement en retrait, ne souhaite pas s'impliquer dans la campagne outre mesure, mais va vraiment être également affecté en 1995 par la deuxième défaite référendaire, puis c'est vraiment là que justement il va y avoir un désintérêt complet. Il faut comprendre aussi qu'à partir du début de la décennie 80, Angers planche sur son principal projet de retraite, qui est donc l'édition. Oui, allez-y. Oui, j'allais dire les œuvres complètes d'Esdras Mainville. Oui, exactement. Donc, c'est un processus qui va s'étirer sur plus de 15 ans et qui sera même pas terminé justement à la mort d'Angers. En fait, l'édition des œuvres complètes, c'est un projet qui avait commencé à mûrir dans les années 70. Angers jugeait vraiment que Esdras Mainville, c'était le penseur le plus influent que le Québec avait connu et selon lui, dépassait même le chanoine Lionel Groulx, étant donné justement ses perspectives économiques, sociologiques sur tout ce qui est lié au développement du Canada français et du Québec. Et va donc, à partir de 1979-1980, va allouer la majeure partie de son temps à l'édition des œuvres d'Esdras Mainville. Il va faire ça essentiellement en solo, ce qui va justement occuper plusieurs années, ce qui va aboutir justement à la publication de 15 ouvrages qui vont rassembler toutes les écrits d'Esdras Mainville. Et ce procédé-là en dit beaucoup finalement sur le respect que vouait Angers à son ancien maître Esdras Mainville. Mais ce que ça va occasionner également, c'est ce que j'ai noté durant mes recherches doctorales, c'est que évidemment Angers, en faisant ça, n'a pas eu le temps de rédiger ses mémoires. Donc, faut comprendre que à la différence de certains grands intellectuels de son temps, notamment Lionel Groulx, qui a eu la chance de rédiger 4 volumes de ses mémoires assez volumineuses, Angers n'a jamais eu le temps de procéder à la rédaction de ses mémoires. Lui-même n'en voyait pas vraiment l'intérêt. Il était très, très peu axé vers le passé de ses actions et tout ça. Il va vraiment préférer consacrer son temps à l'édition des œuvres de Mainville. Et c'est vraiment aussi en partie pour cette raison-là qu'on le verra de moins en moins dans le paysage intellectuel et politique du Québec durant la décennie 1980. Alors, on se rapproche de la fin de cette émission. Vous l'avez mentionné, ça valait la peine d'être dit. Il y a un lien intime entre Jacques Parizeau et François-Albert Angers. Quand Parizeau devient chef du Parti québécois, il y a le Conseil national, je crois, qui accueille Parizeau comme chef et il donne la parole à François-Albert Angers, qui fait un discours qui est reproduit dans l'Action nationale, si je me trompe pas ensuite. C'est une prise de parole importante d'Angers à ce moment-là. Donc, Parizeau reconnaît, à certains égards, l'héritage d'Angers. Il reconnaît son empreinte, il reconnaît son rôle. Plaçons-nous aujourd'hui en 2020. Est-ce qu'on peut reconnaître, au-delà de l'intérêt historique passionnant en lui-même que suscite le parcours de François-Albert Angers et son œuvre, est-ce qu'on peut dire de sa pensée qu'elle peut, d'une manière ou de l'autre, éclairer les enjeux du nationalisme d'aujourd'hui? Est-ce que la pensée d'Angers, est-ce qu'il y a un héritage possible de la pensée de François-Albert Angers? Oui, comme vous le dites si bien, vraiment Jacques Parizeau, c'est vraiment l'héritier spirituel de François-Albert Angers, qui faisait lui-même partie d'une longue tradition de famille intellectuelle affiliée à l'École des hautes études commerciales de Montréal, qui s'est tirée sur 4 générations. Donc, vous avez la première génération qui est représentée par Édouard Montpetit dans les années 10, dans les années 20, qui va être suivie par la génération Esdras Mainville des années 20, des années 30, suivie par la génération de François-Albert Angers, et ensuite de ça, génération associée à Jacques Parizeau. Donc, une école de pensée qui était vraiment axée sur la réappropriation des leviers de développement économique. Et chaque génération de cette école de pensée a vraiment repoussé les limites théoriques, intellectuelles de la précédente. Et à ce point de vue, les HEC ont vraiment joué un rôle clé dans le développement économique du Québec, selon moi, entre les années 30 et les années 60. Et vraiment, Jacques Parizeau, en termes d'héritage, c'est vraiment l'héritier parfait de cette école de pensée-là. Ça va vraiment
Jacques Parizeau va vraiment représenter l'idéal type du modèle d'intellectuel qui a été développé, réfléchi par les hautes études commerciales. C'est un économiste qui n'a pas seulement flirté avec le pouvoir politique en place, mais qui va vraiment franchir les portes du pouvoir politique et qui va atteindre les plus hautes sphères du gouvernement québécois en devenant justement ministre des Finances au sein du gouvernement Lévesque, mais également premier ministre durant les années 90 et qui va mettre en œuvre finalement un projet économique réfléchi pendant des décennies justement au sein même de l'École des hautes études commerciales par 3 générations qui l'ont précédé d'universitaires nationalistes. Donc même si Angers n'avait pas les mêmes idées nécessairement que Parizeau, les deux partageaient une même sensibilité nationaliste et un même but à long terme, donc de redonner le pouvoir économique aux Québécois. Donc ça, je pense, l'un des héritages d'Angers se perpétue encore aujourd'hui quand on voit discours nationalistes très ancrés justement dans des schèmes de réappropriation. Sinon, au niveau de l'héritage intellectuel d'Angers, je peux pas m'empêcher de penser à l'espèce de lutte qui se met en place depuis quelques semaines entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des différentes provinces du Canada. Donc, le processus de centralisation fédérale qui semble reprendre son essor lorsqu'on parle notamment du fait que le gouvernement fédéral veut s'ingérer dans les services de garde, dans les CHSLD, dans l'allocation des ressources financières pour la santé et tout ça, et que vous avez justement les gouvernements provinciaux, notamment celui du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, qui organisent un mouvement de résistance. Donc, c'est difficile de ne pas y voir une certaine parenté avec une opposition à la centralisation fédérale que a combattu finalement François-Albert Angers durant une bonne portion de sa vie intellectuelle. Et sinon, au niveau de son engagement intellectuel, au niveau de son héritage, je peux pas m'empêcher de voir également que Angers était vraiment un militant indépendantiste qui a toujours souhaité que les différentes factions de ce mouvement-là s'unissent pour justement essayer d'atteindre l'indépendance politique du Québec. Il faut comprendre qu'Angers a fini par travailler avec des gens de parti pris au sein de l'Action nationale au milieu de la décennie 1960. Donc, il a quand même été en mesure de travailler avec des gens de différents horizons idéologiques pour justement essayer d'atteindre l'option indépendantiste durant sa carrière. Et je crois vraiment que son héritage, de ce point de vue-là, aujourd'hui, avec toute la dispersion des forces indépendantistes entre le Parti québécois, Québec solidaire et toutes les factions indépendantistes qui sont associées, il y aurait vraiment une leçon à tirer, si on pourrait dire, du positionnement d'Angers, de son attitude à l'égard du ralliement des forces indépendantistes. Et en dernier lieu, je pense que l'un des principaux héritages d'Angers, qui est souvent, on y pense pas nécessairement, mais tout ce qui est lié à la coopération économique, cette troisième voie économique, je crois que ça a encore son intérêt aujourd'hui. Angers était un grand apôtre, si on veut, du développement régional, de la reprise en main des leviers de développement régionaux par les populations locales, et il a travaillé main dans la main avec plusieurs coopérateurs situés dans des régions éloignées, notamment en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il les a aidés à justement développer des coopératives dans différents milieux d'activité. Et je pense vraiment, étant donné qu'au Québec, tout ce qui est lié à l'économie sociale, c'est très important justement dans l'écosystème économique plus général. Il y aurait vraiment intérêt à retourner vers les écrits d'Angers, qui dans les années 70 se sont vraiment délestés de toutes les références au catholicisme et sont vraiment ancrés dans des schèmes scientifiques très pertinents. Donc, je crois que de ce point de vue-là, notamment du point de vue économique, il y aurait vraiment une certaine forme d'héritage qui pourrait être intéressant de déterrer, justement, pour voir la richesse intellectuelle des écrits d'Angers à la fin de sa carrière. Alors, Jean-Philippe Carlos, c'était un immense plaisir de vous recevoir. J'espère que votre thèse sera bientôt publiée et lorsqu'elle le sera, ce sera un plaisir de vous réinviter pour aborder d'autres aspects de la vie intellectuelle de François-Albert Angers, du nationaliste canadien, français et québécois. Merci infiniment. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute.
et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.